Lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique. À la COP15 à Abidjan, Félix-Antoine Tshisekedi et ses homologues ont adopté la déclaration des investissements dans la réparation des terres dégradées. En Ituri, encore des morts en territoire de Djougou après la cinquantaine le dimanche dernier. On compte 14 autres, essentiellement des enfants décapités, la nuit de lundi à ce mardi dans une nouvelle attaque des Codeco. On en parle dans ce journal avec le député national Jackson Aoussé. À la Cour constitutionnelle de justice, le tirage au sort intervient ce mardi pour renouveler un tiers des juges. Le nouveau président Dieudonné Kalouba y est aussi concerné. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Sommaire des chefs d'État de la COP15, le président de la République et ses homologues ont adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique fort pour concrétiser la lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique en investissant dans la réparation des terres dégradées. Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs plénipotentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connue pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. L'initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Et pendant ce temps, en Ituri, 14 civils ont été tués par des miliciens de la Codeco la nuit de lundi à ce mardi au camp de Loda, en territoire de Djougou. Ces assaillants ont décapité la plupart des victimes, essentiellement des enfants. Un nouveau massacre dans ces territoires après celui du dimanche dernier qui a causé près de 60 morts. Des détails avec le responsable de la société civile de cette province, Dieudonné Lossa. Hier, toujours dans l'après-midi d'hier, 9 camions, dont un camion citerne, ont été brûlés par ADF Nalu sur l'axe Komanda Mambasa, à territoire d'Irumu. C'est déjà dans la partie de Mambasa. Cette zone, avant l'état de siège, n'a jamais connu ce genre de situation. C'est pendant l'état de siège que les groupes ADF se sont déplacés et ont occupé maintenant ce tronçon, à plus de détruire les véhicules tués, pillés sur la route Komanda Luna. Maintenant, ils ont commencé à opérer sur Komanda Mambasa. Donc la situation de sécurité d'une manière générale en Ituri est catastrophique.
Hier, autour de 21h30, les miliciens de Codeco ont fait l'excursion dans le site des déplacés de Loda. Ce site situé à environ 3 km de Satre Fataki, non loin même des contingents MONUSCO qui sécurisent la population autour de cette zone-là. Et là où ces gens sont morts et beaucoup de blessés, une dizaine de blessés. Les AFA sont les plus graves victimes dans ce cas de déplacés de Loda. La situation qui devient un peu inquiétante, c'est que à peine le chef de l'État venait d'initier une table ronde, il veut initier une table ronde à Kinshasa pour lever l'état de siège. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les groupes armés très actifs, surtout Codeco, très actifs. Et on se demande si cela n'a pas de... Ça ne peut pas trouver aussi des raisons avec ceux-là qui ne veulent pas la levée de l'état de siège, qui veulent éterniser l'état de siège à Ituri au Nord Kivu. Donc, pour nous, ces gens-là, on doit les retrouver et les sanctionner. Nous demandons au gouvernement de diligenter rapidement une enquête dans les sites de Loda et dans les cas Blaquette où le bilan continue à s'alourdir. Selon les informations qui continuent à venir et que le bilan devient même très lourd que ça, les centaines de personnes qui avaient transporté les bités seraient également exécutées. Donc, jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas accéder dans les sites pour prendre, récupérer ces corps et les atterrer. Je crois que si cette enquête se faisait rapidement, ça pouvait encore permettre à ce qu'on arrive à contrôler et récupérer tous les corps et atterrer dignement toutes ces victimes. Et pour en parler justement sur ce plateau, comme je l'annonçais, le député national Jackson Aoussé, vous êtes élu de l'Ituri, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Encore de morts dans votre province. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous avez appris cette nouvelle? Cette nuit, 14 civils ont été tués. Avec beaucoup de désolation et les larmes même aux yeux, on a appris ça. Il se fait qu'aujourd'hui, le droit de vie est suspendu dans la province de l'Ituri. La population n'a pas le droit de dormir. Vous dormez, c'est pour ne pas se réveiller, ou vous vous réveillez sous les coups de machette, ou bien sous les coups de balles. Hier, c'était les cas, n'est-ce pas, de déplacés, la nuit. Avant cela, nous étions aussi dans les cas des Blaquettes, n'est-ce pas, dans le secteur de Banyali Kilo. Et aussi, même hier, c'était le tour du territoire de Mambasa, où les EDF obligeraient les véhicules et tout et tout. Donc, au moment où nous vous parlons, il n'y a pas le droit de vie dans la province de l'Ituri. La menace a atteint, n'est-ce pas, la vitesse de croisière. Et donc, personne n'est épargné. Alors, tu ne peux pas quitter Bunia pour aller à campagne. Tu ne peux pas quitter campagne pour aller à Bunia. Donc, la vie est arrêtée à Ituri. L'insécurité continue à battre son plein. Et pendant qu'on parle du sommet de Nairobi, encore ces massacres attribués aux miliciens de la Codeco, ces sommets ne portent pas encore ses fruits. Les sommets et les opérations militaires pointues sont des actions concurrentes. On ne peut pas se fier au sommet et lâcher sur le terrain. Parce que ce n'est pas tout le monde qui participe à ces forums. Et parfois même les groupes armés ne se reconnaissent pas très forcément parmi les gens qui le représentent. Le cas de Codeco, c'est un groupe armé avec plusieurs fractions à l'intérieur. Les uns peuvent être représentés, tandis que d'autres fractions ne se reconnaissent pas dans cette représentation-là. Alors ici, une solution proportionnelle à tous les groupes réfractaires ou pas-réfractaires serait, n'est-ce pas, une opération chirurgicale. C'est à travers des opérations chirurgicales qu'à travers le monde, les guerres s'arrêtent contre la population. Mais il y a quand même en attendant que nous attendons les conclusions de Nairobi, nous venons de perdre dans 72 heures 115 personnes. Ça va être plus parce que le bilan il est encore provisoire, madame. Mais il y a quand même un grand nombre de militaires affectés dans cette zone, bien dans ces zones, on va dire Rumu, de Djougou récemment. Mais pourquoi cette recrudescence ou bien l'armée congolaise n'est pas assez efficace? Grand nombre de militaires qui restent théoriques parce que le nombre de militaires ne relève pas de la théorie. Ça doit être pratique. Ça doit être pratique. Si grand nombre de militaires il y en avait
on n'en serait pas là. Je vous assure qu'hier la nuit, on a tué dans les cas de déplacés. Les cas de déplacés, ce n'est pas un village. Les cas de déplacés, ce n'est pas une localité. Mais ici, c'est un camp de déplacés. Les gens qui ont fui les fêtes du menace dans leur localité, qui se sont réfugiés, n'est-ce pas, dans un cas, mais l'ennemi de la paix les suit là-bas. C'est-à-dire que cette question des nombres de militaires envoyés reste encore sur les papiers, reste encore dans la rhétorique, mais sur le terrain, l'ennemi nous montre qu'il a pris le dessus sur l'effectif des militaires qu'il y a sur le terrain. Vous avez dit non à l'état de siège, mais qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour qu'il y ait retour dans cette partie du pays, retour de la paix dans cette partie du pays? Le retour de la paix dans cette partie du pays n'est pas tributaire de l'état de siège. Nous sommes pendant l'état de siège. Nous, on a dit non, mais nous continuons encore dans l'état de siège, mais on en est là. On en est là, nous sommes en plein état de siège. Si cela s'était fait après l'état de siège, on nous rétorquerait en disant que voilà, vous avez demandé l'état de siège. Mais qu'est-ce que vous préconisez qu'ils arrêtent l'état de siège, à la place, on met quoi par exemple? La mission de défense de l'intégrité territoriale relève de l'armée. Avant, pendant et après l'état de siège. On ne peut pas demander plus. L'ennemi est dans la maison, l'ennemi pose des actes. Nous devons aussi nous poser des actes. Ah donc ici, on n'a rien préconisé, on n'a rien demandé. Ce qui est demandé, il est connu, que l'armée doit faire son travail. Les services de sécurité, pas seulement l'armée, parce que le domaine de la sécurité, il est aussi transversal pour d'autres services. Il n'y a pas que l'armée. Donc les services de sécurité doivent s'activer, même si nous sommes en retard, madame. Parce qu'à ce stade ici, nous sommes très en retard. L'ennemi nous a déjà dévassé et donc nous ne savons pas. Une dernière question avant de vous libérer. Pensez-vous qu'on doit négocier avec ces rebelles ou bien continuer avec l'approche militaire? La négociation ne va pas réveiller les personnes qui sont mortes. Et moi, cette négociation, étant donné que ça ne va pas réveiller les personnes qui sont mortes, elle s'annule. Si cette négociation peut réveiller les nôtres qui sont morts, les 50, les 18, la nuit d'aujourd'hui, plusieurs personnes disparues, si cette négociation va les réveiller, on négocie. Et si cette négociation ne va pas les réveiller, on ne négocie pas. Les morts ne vont plus revenir. Quel message vous lancez au gouvernement? Nous lançons au gouvernement que la violence a atteint la vitesse de croisière. Ma recommandation elle est simple. Je demande une réunion interinstitutionnelle, président de la République, Parlement, gouvernement, qu'ils se réunissent pour examiner en fond la question de l'Ituri pour en donner réponse. Parce qu'aujourd'hui, nous approchons déjà la nuit, étant donné que le droit de la vie est suspendu. Une fois que nous allons arriver la nuit, et donc il y a encore des personnes qui ne vont pas se réveiller aujourd'hui de la province de l'Ituri. Et donc, une réunion d'urgence, n'est-ce pas, interinstitutionnelle, importante, parce que nous, jusqu'à présent, nous ne voyons pas Kinshasa, n'est-ce pas, très actif dans ce qui se passe en Ituri, quelle que soit la gravité qu'il y a. Monsieur Jackson Aoussé, vous êtes député national, lui de l'Ituri justement. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci d'avoir posé la question, madame. Et ce journal se poursuit au Sénat. Il a été convoqué une commission ad hoc en vue d'élaborer la synthèse générale des vacances parlementaires. Au cours d'une réunion, le rapporteur adjoint de la Chambre haute a annoncé que cette équipe procédera à une évaluation comparative par rapport aux 2 premières éditions. La présente commission ad hoc est constituée et convoquée en vue d'élaborer la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2021 au 14 mars 2022. Le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir les efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Votre bureau, à travers son président, veille à l'application des recommandations que l'Assemblée plénière du Sénat adopte. Pour mieux aider la Commission dans sa tâche, nous avons jugé utile de procéder, dans le cadre du suivi et conformément à l'article 36, alinéa 2 du règlement intérieur révisé, à une évaluation comparative des 2 premières éditions de la synthèse nationale afin d'en relever les problèmes persistants. Ce travail sera mis à votre disposition une fois finalisé afin de vous fournir quelques éléments supplémentaires. Par ailleurs, je souligne que le dit travail constitue pour nous un argument de taille, devant renforcer le besoin de l'effectivité des missions de contrôle parlementaire en province dont nous sommes l'émanation pour le plus grand bien de nos populations. C'est ainsi qu'une demande formelle a été adressée à l'honorable président du Sénat en vue de la matérialisation de ces missions de contrôle parlementaire pour l'intérêt de nos populations.
Cela étant, je vous exhorte à travailler avec assiduité, comme cela a toujours été le cas, pour produire dans le délai la synthèse nationale, édition décembre 2021, mars 2022. Actualité, on parle du renouvellement d'un tiers des juges de la Cour constitutionnelle. 3 membres sur les 9 devraient quitter la haute cour. Le tirage au sort est prévu ce mardi et l'actuel président en exercice n'est pas épargné. Conformément aux dispositions des articles 158 alinéa 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la loi organique numéro 03/026 du 15 octobre 2013. La Cour constitutionnelle va procéder au tirage au sort des membres par groupe. Quand on sait que la plus haute cour est composée de 9 juges qui sont nommés par le président de la République en raison de 3 à son initiative, 3 à l'initiative de l'Assemblée nationale et du Sénat et 3 à l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 158 de la Constitution pose le principe que les 2 tiers des membres de la haute cour doivent être tous des juristes, issus du barreau, de la magistrature et même du corps professoral. La même disposition indique que le président de la Cour constitutionnelle doit être élu par ce pair pour un mandat. En examinant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ici est de rappeler que cette disposition est plus éloquente en ce qui concerne la manière dont se remplacent les membres de la Cour constitutionnelle. Tous les 3 ans, la Cour constitutionnelle se renouvelle de tiers, et cela par tirage au sort. À titre de rappel, en 2018, il n'y a pas eu tirage au sort. Les choses étaient réglées par le fait qu'il y a eu un décès et 2 démissions. Ce qui a fait qu'en 2021, il devait y avoir un tirage au sort et ce tirage n'a pas eu lieu. Du fait que Benoît Luamba venait de démissionner en 2020 et 2 juges venaient d'être remplacés avant qu'il n'y ait tirage au sort. Les juges Kilomba et Ouboulou. Puisqu'en 2022, il y a eu les décès du juge Polycarpe Mungoulou. Est-ce que le tirage au sort ne pourrait-il pas concerner? Point d'interrogation. S'agissant du président de la Cour constitutionnelle, élu par ce père, Dieudonné Kalouba, a achevé le mandat du président sortant. Il pourrait encore, une fois que le tirage au sort ne les frappe pas, pour quitter la Cour constitutionnelle, il a encore la chance d'être réélu par ce père pour un mandat de 3 ans. Et puis le Premier ministre participe depuis ce lundi au forum Indaba Mining en Afrique du Sud. Des assises de 3 jours réunissant environ 40 délégations gouvernementales. La RDC participe dans un contexte de valorisation de ces minerais. Sama Lukonde, qui intervient ce mardi, devra présenter les atouts de la RDC. Accompagné des ministres des Mines, du numérique et de la communication et médias, le chef du gouvernement est arrivé à Cape Town, en Afrique du Sud, où il est venu représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce forum placé sous le thème « Évolution du secteur minier africain, investir dans la tradition énergétique, l'ESG et les économies ». C'est autour de ce thème principal que les différents échanges et réflexions vont être menés. Les participants à ces assises sont appelés à regarder dans la même direction pour des lendemains meilleurs de la communauté africaine. Cette 25e édition du forum Indaba Mining, depuis sa création, trouve une alternative managériale pour que le premier bénéficiaire des ressources minières soit d'abord et toujours les Africains. Signalons à cette cérémonie d'ouverture la présence du président zambien Hakainde Hichilema aux côtés de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, pays organisateur de ces assises. Plusieurs opérateurs économiques du secteur minier, les membres de la société civile, les experts du secteur minier, venus des 4 coins du monde, prennent part à cet important événement pour échanger et booster les investissements dans les secteurs des mines afin de favoriser le développement du continent africain. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, la thématique qui fait l'objet de ces assises place la République démocratique du Congo au cœur des enjeux. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde prendra la parole ce mardi pour présenter les attentes de la République démocratique du Congo de ces échanges.
L'investissement dans les mines dans le monde, c'est jamais sans la République démocratique du Congo et le Haut-Katanga. Et le gouverneur de cette province prend également part à Indaba Mining en Afrique du Sud. Sous le thème évolution de l'exploitation minière en Afrique, investir dans la transition énergétique, ESG et dans les économies, le rendez-vous minier annuel a ouvert ses portes ce lundi 9 mai à Cape Town, en Afrique du Sud. Après la rencontre virtuelle de 2021 à cause du Covid-19, c'est en présentiel que les délégations venues du monde entier se retrouvent à Indaba 2022. Les industries minières, les investisseurs, les chefs de gouvernement et autres fournisseurs vont de nouveau partager leur vision pour l'avenir du secteur minier en Afrique à l'heure où le monde entier est confronté aux défis climatiques. 3 chefs d'État africains sont présents, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Hakainde Hichilema de Zambie et Mogwetsi Masisi du Botswana. L'RDC de Félix-Antoine Tshisekedi, pays aux ressources minières incommensurables, est représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Dans sa suite, la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambaye, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula Katwe et la gouverneure intermaire du Lualaba Fifi Masuka Saini. Après le mot de bienvenue du ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'énergie, l'honneur a été fait au président zambien d'ouvrir ce forum minier. Hakainde Hichilema a déclaré que l'objectif du présent événement est de proposer une offre inégalée à l'ensemble de l'écosystème minier africain et favoriser le développement des sociétés minières africaines. Il s'ensuivra la visite des stands par différentes délégations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné de la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambaye, du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula et de Fifi Masuka, visitera notamment les stands de la RDC, un des pôles attractifs de ce rendez-vous minier. Signalons qu'Indaba 2022 ouvert ce lundi ferme ses portes le jeudi 12 mai prochain. Au pays, le gouvernement a enfin apuré 40% des arriérés des députés provinciaux, impayés depuis plus de 10 mois, annonce faite par le président du collectif des députés provinciaux de la RDC. Le compromis a été trouvé après des négociations entre les deux parties. On écoute à propos Samuel Yuma, député provincial du Olomami, joint au téléphone par Jean-David Kilolo. Effectivement, il y a quand même un réajustement du pouvoir central, du gouvernement national par rapport aux revendications des honorables députés provinciaux sur leurs arriérés. Il s'avérait qu'après avoir mis une pression, après avoir déclaré à travers les médias les conditions qu'aient traversées les honorables députés provinciaux de toute la République, le gouvernement central a eu une oreille attentive et a résolu un peu la situation des honorables députés, au moins à 40%, mais les gros restent encore à faire. Nous demandons encore une fois au gouvernement, au chef du gouvernement central, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama-Lukonde, de continuer encore à poser les actes dans ce sens ici, que les honorables députés provinciaux trouvent aussi leur façon de vivre. Parce que c'est inadmissible dans la République. Les autres sont payés, les autres ne sont pas payés et totalisent presque une année d'impayement. Nous demandons encore une fois au chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de pouvoir accorder aussi un intérêt particulier aux revendications et aux réclamations des honorables députés provinciaux, ou sinon la situation qu'on va vivre dans les jours à venir ne permettra pas à ce que ces institutions provinciales fonctionnent comme il faut. Il faut qu'ils soient aussi motivés, qu'ils soient aussi mis dans les bonnes conditions de travail. Cela permettra à ce qu'eux aussi rendent à leur tour un travail de qualité dans le sens de légiférer, dans le sens de contrôler et dans le sens de représenter la population. Nous continuons à demander encore une fois au collectif des députés provinciaux qui est dirigé par le président Blanchard Takatela de pousser encore une fois, parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui, les députés provinciaux du Olomami n'ont pas encore reçu pendant que toutes les provinces de la République ont eu leur paiement du mois de mars.
La DICODE RDC a organisé hier à Kinshasa la quinzaine citoyenne de la société civile, un espace d'échange hebdomadaire, d'analyse du contexte général, de l'observation, du contrôle et de l'action du pouvoir public, ainsi que la participation des organisations et acteurs de la société civile dans les cadres de la démocratie et du développement. On écoute Patient Bachambé, coordonnateur général de cette structure. Les tensions constatées entre les regroupements politiques et les participants ne favorisent pas un bon climat de travail pour les réformes électorales attendues et les ONG signataires de cette déclaration condamnant ces comportements. La loi attendue par la société civile et les citoyens congolais devra définir toutes les règles des jeux qui garantissent la transparence, la crédibilité et plus de participation des Congolais et Congolaises aux élections de 2023, particulièrement les jeunes et les femmes. Les organisations de la société civile avaient formulé des recommandations contenues dans le référentiel commun pour les réformes électorales et le vademecum des propositions actuellement actualisées des réformes électorales. Nous recommandons aux honorables députés de participer activement selon toutes les sensibilités politiques et prendre en compte les propositions des organisations de la société civile contenues dans le référentiel et le vademecum et notamment envisager la participation active et inclusive des experts de la société civile dans les travaux parlementaires conformément à la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour contribuer à la réforme électorale. Tenu ce lundi dans la salle de réunion du CNDH une conférence de presse sur le niveau d'élaboration de l'avant-projet de loi spécifique aux violences basées sur le genre. C'était sous les auspices de l'Alliance stratégique des plaidoyers Sud-Kivu. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique à la COP15 à Abidjan. Félix-Antoine Tshisekedi et ses homologues ont adopté la déclaration des investissements dans la réparation des terres dégradées. En Ituri, encore des morts en territoire de Djougou après la cinquantaine le dimanche dernier. On compte 14 autres, essentiellement des enfants décapités la nuit de lundi à ce dimanche dans une nouvelle attaque de Codeco. À la Cour constitutionnelle de justice, le tirage au sort intervient ce mardi pour renouveler un tiers de juges. Le nouveau président Dieudonné Kalouba y est aussi concerné. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Christopher Ochokom. Bienvenue. Merci de me recevoir, Nathalie Yoko. Le cauchemar des Congolais de l'Ituri se poursuit jour après jour, Christopher. Des Congolais tout court, des Congolais comme vous et moi, parce qu'Ituri, c'est en République démocratique du Congo, certes loin de l'ambiance festive de Kinshasa, d'Enganda et de fêtes ou quoi que ce soit. Des images insoutenables ont été publiées dans les réseaux sociaux, comme le dit RFI juste derrière moi. Cela a circulé, mais beaucoup, depuis lundi, représentant une partie de corps, 50 personnes lâchement massacrées dans ce territoire de Djougou qui se rend malheureusement célèbre de la pire des manières ces dernières années. Des cases sont brûlées. On est encore sans nouvelles de plusieurs dizaines de personnes, nous disait hier le coordonnateur de la société civile de l'Ituri qui craint une extermination totale de la population de cette province. Mais que s'est-il passé cette fois? D'après 7sur7.cd qui reprend le récit de cette soirée macabre livrée par l'armée, plusieurs dizaines de civils se sont retrouvés au milieu des combats de deux milices, à savoir Codeco et Zaïre, qui tentaient de s'emparer d'une mine artisanale. Nous sommes là à plus ou moins 7 km de la commune de Mongbaoulou dimanche dans la soirée. Actualité.cd nous renseigne qu'ils ne se sont pas limités là et que la nuit suivante, c'est-à-dire la nuit de ce lundi même, les miliciens Codeco ont attaqué un camp des déplacés dans la chefferie de Walendu Pitsi, faisant au moins 14 morts. D'après le président de la société civile,
ces hors-la-loi ont procédé pour la plupart à des décapitations et comme pour passer un message, un militaire aussi a été tué lors de cette énième attaque lâche. Pour Forum des As, ce message est passé. Ceci est un mauvais signal pour la table ronde qui fait la une des journaux il y a à peine quelques jours. Au sein de la classe politique, les avis sont diamétralement opposés encore jusque-là au sujet de la question de l'état des sièges qui, à ce jour, a fait enregistrer des pertes en vies humaines autant avant son avènement. Quoi que l'on dise, sans minimiser les opérations bien sûr, menées sur les terrains depuis déjà une année, des observateurs avertis pensent que les massacres à répétition des populations civiles dans l'Ituri mettent néanmoins l'état des sièges à l'épreuve des résultats. Vous avez également lu de l'indignation de la part des dirigeants après ces massacres de trop. En commençant par le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, qui n'est pas à Kinshasa en ce moment, a appris la nouvelle depuis Abidjan. Actu 30 est en train de nous le dire. Félix Tshisekedi, en reprenant ce tweet, plutôt celui du compte de la présidence de la République, affirme qu'il condamne ces attaques et renouvelle son engagement à éradiquer les groupes armés. Pour le président de la République, ces crimes est tout à la fois odieux et répugnant. Il présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Les chefs de l'ONU aussi, d'après Radio Okapi, a condamné ces attaques meurtrières attribuées à Codeco. Antonio Guterres appelle les autorités à enquêter sur ces incidents et à traduire les responsables en justice. Le secrétaire général exhorte également les autorités à assurer à la MONUSCO un accès immédiat, libre et sans entrave aux zones d'attaque afin de faciliter les efforts de protection des civils. Sur Twitter, le candidat malheureux, deuxième à la dernière présidentielle, Martin Fayulu, s'est également exprimé sur ces tueries qui sont pour lui, je cite, la preuve qu'il faut lever l'état des sièges inutile qui fait plus de dégâts que sous administration civile insupportable, c'est-il. Condamner ou parler ne suffit pas, Christopher, il faudra agir et agir efficacement. On a vu beaucoup d'émotions d'ailleurs dans la voix du député national élu de cette Jackson province aussi, oui. tout à l'heure dans votre journal. Il y a lieu. Et comme vous le disiez plus tôt, le chef de l'État a pris cette nouvelle en dehors du pays. Oui, Nathalie. Ni lui, ni son chef de gouvernement, d'ailleurs, ne se trouve en ce moment à Kinshasa. Jean-Michel Samaloukonde et une bonne partie de son équipe séjournent en Afrique du Sud en ce moment pour vanter le potentiel congolais, comme le dit Desk Echo, justement, pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier congolais au Forum international Mining Indaba 2022. Pour le chef du gouvernement, les ressources minérales dont regorge la RDC sont nombreuses, diversifiées, facilement accessibles pour plusieurs sites et exploitables. Zumeko a également, de son côté, souligné que cette 25e édition a pour mérite et ambition de trouver une alternative managériale pour que les premiers bénéficiaires des ressources minières soient d'abord et toujours les Africains. Les chefs d'État sud-africains, zambiens et botswanais ont personnellement pris part à ces assises. Félix Tshisekedi, représenté, et lui, comme l'indique cette une du journal L'ACP à Abidjan, avec d'autres homologues africains comme Mohamed Bazoum, Mohamedou Bouhari ou encore Faure Gnassingbé du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui les accueillent. Ils se sont engagés à lutter contre la désertification de l'Afrique et ont également convenu d'investir dans la réparation des terres dégradées et comptent toujours sur la RDC comme le pays solution. Merci beaucoup Christopher pour ces détails. Merci à vous Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.